Très bien. Maintenant, le scanner. Le scanner, appelé aussi tomodensitométre. C'est pour cela qu'on parle scanner au TDM. TDM, c'est la même appellation. Parce que TDM signifie tomodensitométre. Donc, il calcule la densité. Déjà, le nom, il est bien... Donc, il peut être adapté aussi au tissu dense. Plus dense et plus profond. Donc, le scanner utilise aussi le rayon X. Vous voyez. Mais au niveau de l'os externe, les os apparents, je peux me contenter uniquement de la radio. Quelquefois, il est largement suffisant. Donc, et je garde le scanner, par exemple, pour des choses profondes, plus profondes. Donc, et plus petites, bien sûr. Plus profondes et plus petites. Deux choses. Donc, son principe consiste à réaliser des images en coupe fine du corps. Donc, vous voyez le tube émetteur, la source. Toujours, c'est le même principe. Le détecteur des rayons incidents, le passage à travers le corps et le détecteur des rayons émergents, ça veut dire l'entrée et la sortie, parce que je vais faire la différence. Hein? Je dis que je suis à une hauteur par rapport à une référence. Je suis par exemple ici à 20 centimes par rapport à ce niveau-là, mais je suis à moins 1 mètre par rapport à la Terre, bien ailleurs. Est-ce que c'est clair? Donc il faut toujours avoir une référence. Et vous avez le détecteur. Très bien. Donc maintenant, la médecine nucléaire. Donc la tomoscintigraphie, par émission de positrons par exemple, le PET scan. Le PET scan, important parce qu'il est fonctionnel. Hein, et il fait l'exploration fonctionnelle. C'est ça. Donc, il est plus adapté au métabolisme. Donc la méthode d'imagerie. Donc toujours, la médecine nucléaire, c'est quelque chose de marqué, de radioactif. Vous entendez nucléaire, ça veut dire quelque chose de radioactif. Donc, méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire qui permet de mesurer en 3 dimensions une activité métabolique. Donc, vous avez un tissu, une absorption, un phénomène d'absorption par exemple, etc. Et vous allez avoir le métabolisme. Est-ce qu'il est bon, fonctionnellement bon ou non? Donc, et le même principe, vous voyez, donc vous allez utiliser des produits radioactifs et ces produits ils sont utilisés normalement par le corps, mais la différence c'est que ce sont des isotopes ou bien radioactifs ou bien contiennent des atomes isotopes. Ça veut dire que vous allez utiliser les métabolites qu'on utilise. Donc c'est bien sûr produite en 3 dimensions une activité métabolique ou moléculaire d'un organe grâce aux émissions produites par les positrons issus d'un produit radioactif injecté au préalable. Ça veut dire que vous allez injecter un produit qui est radioactif, il va subir du métabolisme qui est contenu dans par exemple, une molécule ou qui va être introduit dans une molécule après le métabolisme, après l'istiqlabiyya, c'est ça le métabolisme. Et après, vous allez suivre la radioactivité. Et vous voyez par exemple ici. Et la scintigraphie, qui est très utilisée au niveau de la thyroïde, mais aussi on peut avoir aussi la scintigraphie osseuse par exemple, de l'os, effectivement pour les tumeurs, etc. Donc la méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire qui produit une image fonctionnelle par l'administration d'un médicament radiopharmaceutique radioactif dont on détecte les rayonnements qu'il émet une fois qu'il a été capté par l'organe de la cible à examiner, exemple type l'iode, la thyroïde. Donc vous voyez, à votre avis, ça sont des images de quoi? Pardon? L'image à gauche et l'image à droite. Très bien, c'est à gauche normal, parce que la thyroïde c'est 2 lobes. Donc l'iode, il a été capté par le tissu, l'ensemble du tissu thyroïdien. Il est bien réparti, donc toute la thyroïde, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle. Ici, vous voyez, la partie à gauche, la partie gauche n'a pas capté l'iode. Ça veut dire qu'il n'est pas fonctionnel. Donc, et vous voyez le résultat de la scintigraphie. C'est bon? Radiothérapie. Maintenant, j'utilise le même principe, mais cette fois, ce n'est pas dans le diagnostic, c'est dans le principe de
Le traitement, très bien. Donc, la radiothérapie, un accélérateur de particules. Donc, vous voyez les particules chimiques, et ils sont accélérés par quoi? Par un accélérateur. Quel est le principe? Plus d'énergie dans un champ magnétique. Donc, l'accélérateur, c'est l'expérience qu'on a vue hier. Le LHC, en France, entre France et la Suisse. Donc, un tube qui contient un champ et les particules sont accélérées. Donc, à la fin, l'entrée du tube et la sortie du tube, il y a une grande, ils sortent avec une plus grande vitesse, une plus grande énergie. Bravo. Qui dit une plus grande énergie, une grande performance. Quel est l'intérêt ici? On a vu ça pour le diagnostic. Maintenant, pour le traitement. C'est le même principe. Pardon? Pardon? Détruire les cellules malades. Très bien. Mais quel est le principe d'avoir une grande accélération, une grande énergie? Ça, c'est bien, la destruction. Mais aussi, la chose qu'on a parlé, dont on a parlé tout à l'heure. Bravo. Voilà. On doit être plus précis et plus sélectif. Donc, on va localiser la tumeur et on va la bombarder par des rayonnements. Mais à l'environnement de cette tumeur, il y a le tissu sain. On ne doit pas le toucher. Ça veut dire que les faisceaux, ou bien les rayonnements, ils doivent être très précis. D'où vient la précision? Je m'excuse. Peut-être ils sont très proches. Non? On n'a rien à voir? J'ai rien dans la poche. Donc, je dois être plus précis. Très bien. Ça veut dire que pour avoir plus de précision, je dois avoir un maximum d'énergie. Ça veut dire d'autant plus que l'accélérateur il est puissant, d'autant plus que l'énergie elle est meilleure, elle est grande. Et la précision elle est meilleure. Très bien. Donc vous avez les accélérateurs linéaires, médecine, et les accélérateurs circulaires, des expériences qu'on a vues hier par exemple. Comme on a vu hier. Très bien. Maintenant, on revient à notre équation du système du modèle ondulatoire compliqué que M. Bohr n'arrivait pas à le résoudre. Et c'était M. Schrödinger, plus tard, qui a pu faire la démonstration, ou bien nous a donné la solution. Et on va parler de la configuration électronique. Et ici, on revient aussi à la chimie, s'il vous plaît, mathématiques. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, solution maintenant, on a dit que c'est une équation. Donc, vous avez une courbe. Ça veut dire l'acheminement d'un électron qui est dans l'espace en 3D. Donc, c'est une courbe. C'est une courbe. Très bien. Donc, c'est une courbe, à votre avis, en 3D ou en 2D? 3D. Attention, j'ai oublié de vous dire hier. Ça, mon chemin ondulatoire était hier juste la projection sur 2D. Mais en réalité, je fais quoi? La réalité, je peux être ici, je m'éloigne, mais je descends. Je peux me rapprocher et je remonte. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je suis en 3D et pas en 2D? Parce que j'ai raisonné hier simplement sur le même plan les électrons. Mais à votre avis maintenant, si j'ai la même configuration, la première étudiant, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Voilà. S'il vous plaît. Ici, par exemple, je compare 10 à 10. Donc en principe, je m'éloigne de la même distance. Mais ici, par exemple, 10, ils sont à ce niveau-là, ascendant. Donc moi, je m'éloigne aussi. Est-ce que je m'éloigne de ce niveau-là? Je m'éloigne de le niveau le plus loin aussi, en 3D. Ici, les électrons, 10, ils sont dans ce sens-là. Je vais m'éloigner le sens opposé. Ça veut dire même en 3D, je vais avoir l'éloignement le plus loin.
le plus lointain, pour avoir la meilleure stabilité. Donc c'est la règle de stabilité en fait. Donc je subis une répulsion de mes électrons parce qu'ils ont la même charge. Donc je m'éloigne avec une distance, mais cette distance, la meilleure qui va me permettre de m'éloigner des autres interactions. Est-ce que c'est clair? Donc, je raisonne ici en 3D. Très bien. Donc, modèle ondulatoire, le comportement de l'électron de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire son énergie des mouvements autour du noyau, la forme de l'orbital atomique se décrit en moyenne de 4 nombres. Donc, la solution, vous avez une équation. Donc, vous avez vu en mathématiques secondaires, donc l'équation, il a deux solutions, x1 et x2. Par exemple, x1 est égal à 1 demi et x2 est égal à moins 1 demi, par exemple. Ici, l'équation, c'est variable avec 4 chiffres. C'est impressionnant, M. Schrödinger, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'effectivement, c'est la solution qui va permettre de repérer chaque point de ces situations en 3D. Ça veut dire l'équation qui va nous permettre de repérer les différents points de position de l'électron, c'est les 4 nombres. On va les voir. C'est simple. Mais avec une grande concentration, s'il vous plaît. Donc S, c'est la solution de la fonction psi, symbolisée par psi n L m. Dont n, c'est le nombre quantique principal, L, le nombre quantique azimutal, M est le nombre quantique magnétique, et S est le nombre quantique de spin. Donc, il décrit une caractéristique intrinsèque de l'électron. Donc, évidemment, manifestement, M. Schrödinger, il a fait le tour de tous les facteurs qui interviennent. Parce que, regardez, le nombre quantique, l'énergie, le nombre quantique azimutal, c'est au niveau d'un niveau énergétique. M, c'est le nombre quantique magnétique. S, le nombre quantique de spin. Je vais vous donner l'explication rapide et facile. Votre attention, vous allez comprendre tout le reste. Donc, par exemple, ici, on parle d'un modèle de Bohr. Donc, le modèle Bohr, ce sont des électrons, je suis dans la trajectoire. C'est un modèle obsolète. Vous êtes d'accord? Parce qu'il ne tient pas compte, il tient compte de l'effet entre l'électron et le proton, mais il ne tient pas compte entre l'électron et les électrons. Ça, on est d'accord. Maintenant, il faut passer à une autre solution, c'est celle de M. Schrödinger. Donc ici, je suis là et je subis des interactions avec les électrons. Donc maintenant, je suis au niveau de ce niveau-là, énergétique. On en a parlé hier. Le niveau d'ici à ici. Donc ça veut dire qu'entre cette barrière et cette barrière, il y a plusieurs états intermédiaires. Vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, il faut définir ces états intermédiaires. Donc ici, N, je suis uniquement au niveau de la solution de M. Bohr. M. Bohr, il a donné uniquement N. Donc M. Schrödinger, il a ajouté N et LMS. Pardon, il a ajouté LMS. Voilà. Il a ajouté LMS. Donc L, on va voir L, on va voir L et on va voir, LMS. Donc, le nombre de N, c'est M. Bohr. C'est la même chose. Donc, M. Schrödinger, il a dit la même chose. Donc, le N, il y a le niveau 1 entier. N1, N2, N3, c'est en fonction de R, dont on a vu hier. Donc, jusqu'à l'infini. Donc, N, bien sûr, ce sont les états énergétiques. Donc, N1, N2, N3, etc. Et donc, Monsieur Bohr et M. Schrödinger, et on parle de différence pour N. Mais M. Bohr, il était arrêté à N. Il n'a pas ajouté M. Schrödinger. On va voir qu'est-ce qu'il a fait pour N. Ça veut dire M. Schrödinger, il a fait le N et il y a plusieurs répartitions à l'intérieur. Très bien. Il a ajouté LMS.
Donc, N, c'est classique. Donc, quantifie l'énergie de l'électron, définit une couche électronique au niveau de l'énergie. C'est celle de M. Bohr. Pas de différence. Donc, et vous avez N, on a la différence d'abord. Au niveau de N, vous avez en fait l'appellation. C'est K, ce sont des appellations. N est égal à 1, c'est K. N est égal à 2, couche L. N est égal à 3, couche M. Il n'y a pas beaucoup de choses par rapport à Bohr. Seulement, il a fait... Pardon? Est-ce qu'il y a une question? Non? Donc, seulement, il a fait une nomination à ce niveau de N. Mais on va voir qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Donc, le nombre, voilà la différence. Le nombre L, M, S. Donc, le nombre L, c'est un nombre quantique secondaire avec... Voilà les... Donc, la première solution plus que celle de M. Bohr, il a défini L de telle sorte que L, il se varie entre 0 et N-1. C'est simple. Donc, j'ai, attention, il faut tenir compte de supérieur ou égal. Ça, c'est important, ce n'est pas strictement. Donc ça, je peux vous demander cette question à l'examen. Donc, il faut toujours faire attention égal. Égal, ce n'est pas strict, strictement. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, à votre avis, si Jn est égal à 1, je suis au premier niveau énergétique. Ça veut dire que je suis au niveau de la couche K. Donc, L, il porte combien de valeurs? Donc, 0, 1 moins 1, c'est 0. C'est 0. Donc, L ne peut porter qu'une seule valeur. Et vous allez comprendre plus tard, vous allez comprendre le modèle, l'intelligence de M. Schrödinger, comment les mathématiques, ils servent la science et servent la chimie. Il a servi la chimie. Voilà. Donc, lorsque j'ai N, je suis dans la couche 2. Donc, j'ai, au niveau du deuxième niveau, j'ai deux positions de L. Donc, j'ai L est égal à 0 et L, il peut avoir 1. Bravo. C'est 2 moins 1. Bravo. Donc, il caractérise la forme de l'orbital. Donc, la valeur, l'importance de L, il caractérise la forme de l'orbital. Donc, et on va voir ça très simplement après. Oui? Non, non, c'est entier. C'est entier. C'est entier, s'il vous plaît. Donc, il définit une sous-couche électronique. Donc, dans la couche énergétique numéro 1, j'ai deux sous-couches. La sous-couche 0 et la sous-couche 1. Parce qu'elle, il prend deux valeurs. Très bien. Donc, L est égal à 0, sous-couche. Donc, on l'appelle, on va voir ça plus. Donc, 0, S, c'est toujours 0. On va voir ça, l'appellation. Ça veut dire, L, il varie entre 0, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Donc, lorsque L est égal à 0, on appelle S. Lorsque L est égal à 1, d'office, on est dans le P. Lorsque L porte 2, c'est le D. Lorsque L est 3, c'est le F. Ça, c'est toujours. N'importe quel atome, n'importe quelle configuration. Oui? Là, c'est simple, s'il vous plaît. Là, ما تكومبليكيوش les choses. أنا بسط لكم الأمور. S'il vous plaît, l'électron ici, il est au niveau, par exemple, supposez que cette trajectoire, c'est le niveau 1 de Bohr et 1 de Schrödinger. Donc, à ce niveau-là, il y a combien de sous-couches? L. Une seule. C'est numéro 0. Une 0, c'est une valeur. Donc, c'est ça la différence que vous avez fait. 0, c'est une valeur. Combien de valeurs il porte L? Donc, ici, j'ai un seul niveau N et un seul niveau, et dans le niveau N, un seul niveau L. Ici, je suis dans le deuxième niveau. 2. Ici, si je fais le microscope. Donc, M. Bohr, il a vu un seul niveau. M. Schrödinger, il a un microscope, il a trouvé deux niveaux. Voilà. Ce sont deux lignes, en fait, très proches. Donc, si le L est égal à 0 et L est égal à 1. Je suis ici. C'est 3
L est égal à 0, L est égal à 2, 1, et L est égal. Ça veut dire, si je fais le microscope ici, je vais trouver trois lignes en fait, 3 niveaux énergétiques. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est bon? Voilà. Et le tableau, il va vous montrer la règle. C'est très simple. Donc, pour Monsieur Bohr, c'est quelle colonne ou quelle ligne? C'est la première. C'est Monsieur Bohr, il a fait uniquement ça. Vous êtes d'accord? Monsieur Bohr, il n'a fait que définir les couches. N. Donc, N1, N2, N3, N4. Monsieur Schrödinger, il a nommé aussi les couches déjà. Donc, L1, c'est K, 2, c'est L, 3, c'est M, et 4, c'est N. Donc, cette colonne, est-ce qu'il a apporté beaucoup de choses par rapport à Bohr? Non, c'est uniquement la nomination. Bravo, donc maintenant, la colonne, maintenant je suis chez Monsieur Schrödinger. Je suis dans les faveurs de Monsieur Schrödinger. Donc il a nommé le L. Qu'est-ce qu'il a dit pour L? 0 et N moins 1. Donc vous allez faire le jeu mathématique. Je suis 1, je n'ai qu'une valeur parce que, attention, ici c'est inférieur ou égal, mais N moins 1, c'est pas N. Ou bien je peux montrer ici N. Mais je ne peux pas mettre ici N, pourquoi? En fait, je peux la mettre, mais uniquement pour montrer que, effectivement, je garde le même. Je peux mettre supérieur ou égal ici, inférieur strictement. Voilà, à N. Mais la règle, c'est ça. C'est inférieur ou égal à 1 moins 1. Donc ici, une seule valeur, 0. Maintenant, je suis... Attention. Donc ici, 1, K, 0. Lorsqu'on a L est égal à 0. Donc l'appellation de la surcouche, c'est forcément S. Bravo. Ça fait S. Et le nom de l'orbite, c'est le nombre de couches, ou bien le niveau de couches, 1, S, 1S. Et la règle d'or, c'est que le nombre maximal d'électrons, c'est 2. Ça veut dire la couche S, la sous-couche S, le maximum, il peut avoir un électron 0. Le maximum d'électrons qu'il peut contenir, c'est combien? 2. Si je vous pose la question, c'est très simple, je fais moi ici. Le schéma. Qu'est-ce que signifie au niveau de la configuration électronique? Ça, c'est le noyau. Ça, c'est quelle couche? Le niveau d'énergie. N est égal à 1. Donc, il y a uniquement 2 électrons maximum. Et je peux comprendre facilement que la couche S ne peut contenir que 2. Pourquoi? Regarde. 2, et ça c'est bon, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi. Tellement, s'il vous plaît. S, pourquoi S ne peut contenir que 2 électrons? Parce que elle est tellement proche du noyau, ou bien tellement le diamètre, le rayon, il est comment? Petit. Maintenant, si je prends cette couche et je mets 4 électrons, 1, 2, 3, 4, je vais me retrouver dans un état d'instabilité. Pourquoi? Parce que, de point de vue électron avec le noyau, pas de souci. Ils sont sur la même distance. Tous les 4, je mets même 10, même 20. Parce que, je suis toujours de la même distance par rapport au proton. Mais qu'est-ce qu'il varie? C'est les électrons que nous avons. Le principe, c'est une chambre, il ne peut contenir que 2 personnes. C'est le même principe. Donc les électrons, ils se trouvent un à côté de l'autre, donc ils se repulsent, donc c'est un état instable. Donc c'est pour cela que M. Schrödinger, il a expliqué pourquoi la couche S ne peut contenir que 2 électrons.
Très bien. Donc maintenant, le niveau 2.